Bonjour et bienvenue à l'espace Saint-Jean de Melun. En ce moment, nous accueillons Pascal Genevoix, artiste peintre seine-et-marnais, qui nous fait l'honneur d'être ici pour une interview et une visite de son exposition. Pour quelles raisons avez-vous choisi d'explorer ces différentes thématiques qui peuvent faire écho à certains enjeux sociétaux actuels? En fait, j'ai deux thématiques principales qui sont l'espace et les mondes imaginaires. L'espace, c'est une technique de travail, je dirais, plus spontanée. En fait, c'est le côté que je travaille où je n'ai pas de dessin préalable. Je commence directement à faire un fond noir uni sur la toile. Et ensuite de ça, au hasard, je viens ou ajouter des couleurs, ou alors je viens ajouter des planètes, et j'imagine un monde un peu à travers l'espace. Après, il y a la partie monde imaginaire, où là, le dessin est très travaillé. Et en général, je prépare tout ça d'abord sur ordinateur, où je crée toute ma composition sur ordinateur. Y a-t-il derrière vos œuvres un message engagé? Alors, forcément, à partir du moment où j'accède, je parle de la nature, je parle des inondations, de la montée des eaux, comme par exemple sur New York, forcément, il y a un message engagé. Mais dans tous mes tableaux, je veux toujours montrer qu'il y a un espoir de survie, avec des choses simples, comme par exemple dans ce tableau où en fait les véhicules de locomotion, ce n'est qu'une barque et un dirigeable, et que finalement l'essentiel se retrouve des fois juste dans une cabane, par exemple, qui se retrouve sur une île flottante. On a juste de quoi s'abriter et juste de quoi, en fait, se nourrir en plantant un peu de légumes, etc. Donc, en fait, c'est ça. C'est même s'il y a une catastrophe climatique qui arrive, même si on ne pourra rien faire pour lutter contre, il y a toujours de l'espoir parce qu'avec peu de choses, on peut malgré tout vivre. Alors, nous sommes devant un tableau qui parle de monde imaginaire. En fait, les mondes imaginaires, c'est comme si je me plaçais à la place d'un archéologue qui arriverait sur Terre des milliers d'années après notre époque et qui rencontrerait donc des villes submergées par l'eau, avec la montée des eaux dont on parle beaucoup, mais en fait, ce ne serait pas une destruction liée à des guerres quelconques, mais plus à des villes qui seraient abandonnées, en fait, avec une humanité qui aurait quitté la Terre en grande partie. Il y aurait quelques survivants qui resteraient sur cette Terre et qui se déplaceraient au moyen de véhicules très simples, un peu comme cette barque accrochée à un dirigeable. Il y a aussi une volonté aussi de représenter la nature aussi, et la nature qui reprend ses droits en fait. Même si une partie de la planète est abandonnée, la nature reprend ses droits et réinvestit un peu tous les environs, tout ce qui était construction humaine. En observant vos œuvres, nous pouvons voir qu'aucun être humain n'est représenté et que la présence humaine est seulement suggérée par des moyens de locomotion. Pourquoi? En fait, peindre des êtres humains ne m'intéresse pas vraiment. Je suis plus intéressé par les paysages et les situations. J'essaye de me mettre en scène moi-même, comme dans un bateau, en tant qu'observateur, et j'observe des scènes que je peins, que j'imagine en tout cas exister. Les moyens de transport que je représente sont on ne peut plus simples. C'est juste une petite barque finalement, une tente et un dirigeable. Est-ce que vous imaginez notre avenir sur cette Terre de cette manière? Un petit peu malheureusement. En fait, j'imagine bien une migration massive de l'humanité vers d'autres planètes qui se trouveraient dans le système solaire. Que ce soit Mars ou alors d'autres planètes qu'on n'a pas encore découvertes. J'imagine plus les gens qui restent sur Terre, en fait, qui se limitent dans la technologie qu'ils utilisent, uniquement un système qu'ils auraient découvert qui permettrait de faire léviter à la fois des bateaux, mais des pierres volantes, des îles volantes totalement. Et en fait, se donner aussi la possibilité de n'avoir que des choses humainement constructibles. Pourriez-vous nous expliquer comment avez-vous conçu Faraday? Oui, bien sûr. Alors en fait, Faraday, c'est un tableau que j'ai réalisé expressément pour cette exposition.
J'ai voulu créer un tableau dans lequel j'allais utiliser beaucoup de techniques, que ce soit des techniques informatiques, de l'aérographe, de l'acrylique, et j'ai profité de ce tableau pour en fait en faire un pas à pas pour les écoles, où j'ai photographié les différents stades d'évolution de l'avancement du projet, etc. Donc en fait, ce tableau, je l'ai réalisé au départ en 3D, totalement. Et j'ai reporté après, via un vidéoprojecteur, l'image 3D sur la toile que j'avais peint au préalable en noir. Alors, j'utilise le vidéoprojecteur dans certains cas. Un cas comme celui-là, vous avez une structure métallique géométrique. Et là, quand on peint ce genre d'objet, on est obligé d'avoir une précision extrême. Sinon, forcément, dès qu'il y a de la géométrie, le moindre millimètre d'écart, on tombe à côté, ça ne ressemble plus à rien. Donc là, j'ai projeté ça pour pouvoir avoir une cage de Faraday, en fait, tout simplement, autour de ma planète et avoir un dessin nickel. Alors, la 3D, ça m'a également permis, depuis des images du site de la NASA, de pouvoir sur une boule, bien sûr, appliquer donc les photographies de la Terre, mais à partir du moment où c'est en 3D, on a la possibilité de faire tourner à l'écran la planète et de faire apparaître en fait dans les zones de nuit, les zones d'ombre, les pays ou les continents que l'on souhaite voir éclairés. Par exemple, sur le tableau, j'ai cherché à faire apparaître dans la zone de transition entre le jour et la nuit toute la France, le haut de l'Afrique. On voit même ici légèrement l'éclairage qui longe le Nil. D'ailleurs, c'est très impressionnant de voir cette Afrique avec tout le Nil qui est éclairé la nuit. Et quel est le temps moyen pour la conception d'une de vos œuvres? En général, le moindre tableau, même un tableau comme le petit bonhomme par exemple ici avec le torchon, ce tableau-là, j'ai dû mettre environ 2 à 3 mois à travailler dessus, en espaçant chaque couche d'une semaine. Pour les plus grands modèles, c'est encore plus long, bien entendu. Et en fait, cette technique à l'huile de plusieurs couches, ça m'a un peu dégoûté parce que j'étais obligé de travailler sur plusieurs tableaux simultanément. Donc des fois, j'avais 4, 5 tableaux. Donc j'ai décidé de passer à l'acrylique. Mais le problème de l'acrylique, c'est que je perdais la transparence, en partie la transparence que j'avais à l'huile, et je perdais aussi la qualité des dégradés qu'on pouvait obtenir en peinture à l'huile. Après le tableau Jungle 1, qui lui est un peu plus grand, mais qui est très détaillé, où j'ai peint chaque palmier les uns après les autres, ce tableau-là, ça a été à peu près 7 jours de boulot. Quand je dis 7 jours, c'est pas une semaine, c'est vraiment du lundi au dimanche soir. Et c'est des journées de 6 à 10 heures. Et c'est là où, en fait, j'ai voulu passer à l'aérographe, en me disant qu'à l'aérographe, peut-être que je pourrais obtenir en acrylique un dégradé tel que je le voulais, tel que je le cherchais. Et donc, ça m'a amené vers la formation à l'aérographe. Alors là, pour trouver une formation à l'aérographe, c'est compliqué. On ne trouve pas grand monde. Donc, en fait, j'ai suivi des tutos sur YouTube, après m'être acheté un aérographe, et pendant 1 an, je me suis entraîné à faire de l'aérographe. À la maison, j'ai des dessins, enfin, des photos reproduites à l'aérographe, où on a une qualité quasiment photographique, qu'on arrive à obtenir. Mais ça a été 1 an de boulot pour travailler, pour maîtriser l'objet, avant de pouvoir accéder à l'utilisation d'aérographe sur une toile. En plus de ça, l'aérographe, l'inconvénient, c'est que quand on passe du papier qui est absorbant à une toile recouverte d'acrylique qui n'est plus du tout absorbante, forcément, on a des problèmes de séchage. C'est problématique, parce qu'on peut avoir des coulures sur une toile qu'on n'aura pas sur le papier, par exemple. Merci à tous les deux. Merci Pascal d'avoir pris le temps Merci de nous Audrey. présenter cette magnifique exposition. Et merci à Laurence d'avoir préparé les questions et que vous avez entendu tout du long de cette visite. Écoutez, moi j'espère que vous avez pris plaisir à regarder et à découvrir mes tableaux et mon univers. Et j'espère que vous apprécierez également la vision de mon film aussi lors de sa projection. Donc, c'est pas du Spielberg, mais c'est dans mon univers. Voilà, j'espère vous faire rêver et vous apporter une petite animation de rêve, en tout cas, et de voyage.
En tout cas, pour nous, c'est réussi. L'équipe de l'Espace Saint-Jean, à l'unanimité, a vraiment beaucoup apprécié votre exposition. Merci beaucoup. On aurait effectivement préféré vous accueillir dans un bâtiment ouvert, mais voilà, du coup, à vous maintenant de diffuser l'information, de la partager. Et éventuellement, on vous met le lien de Pascal sur la vidéo, comme ça vous pourrez éventuellement prendre contact avec lui ou découvrir un petit peu plus ses œuvres. À bientôt à l'Espace Saint-Jean quand on pourra rouvrir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.